Bonsoir. Donc pour débuter, donc effectivement les clichés. Les clichés que tout agriculteur, je dirais, est perturbé en ce moment sur les clichés qu'on peut avoir. On est tous fils, petits-fils, arrière-petits-fils ou frères, sœurs, voisins d'agriculteurs, d'agricultrices. Le monde agricole change, nous agriculteurs, agricultrices changeons et le monde avec nous. Donc au-delà des clichés, on a besoin de rétablir une certaine vérité en tant qu'agriculteur, ce que je suis avec mes associés. Aujourd'hui, le monde agricole change. Hier, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents n'avaient ni l'eau courante, ni l'électricité, encore moins le téléphone ou la télévision, et devaient aller aux toilettes au fond du jardin. Aujourd'hui, tel qu'est présenté et imagé par cette agricultrice dans une salle de traite, c'est que le monde a changé. Effectivement, on peut déplorer les exploitations se sont agrandies. Après, dans quelles conditions de travail? Aujourd'hui, il n'y a plus de familles d'agriculteurs qui n'ont pas le chauffage central, qui n'ont pas le confort comme tout un chacun. Et disons que dans un monde de plus en plus global ou de plus internationalisé, les agriculteurs et agricultrices font partie du paysage et ont développé leur exploitation en fonction aussi des marchés, mais aussi d'avoir un niveau social et aussi de confort égal à l'ensemble de la population. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre sur ce premier cliché et on va dire cette première vérité. Hop, j'étais un peu trop vite. Un élément aussi sur la condition animale, le bien-être animal, là aussi, les agriculteurs aujourd'hui souffrent. Souffrent pas tant financièrement, mais moralement. Effectivement, je reprends les propos de la précédente intervenante sur la télévision, sur les clichés qu'on peut avoir et sur comment se passe la vie de l'animal, le bien-être de l'animal au sein de nos exploitations. Donc au-delà des clichés, et effectivement, là je mets un exemple, mais volontairement un peu provocateur, mais c'est un peu le sens aussi de mon intervention, c'est de se dire que plus on exagère, moins ça crédibilise l'information. Nous, dans la vie de tous les jours, agriculteurs, éleveurs comme moi, la plupart des Mayennais, c'est quand même 6000 exploitations en Mayenne, mais comme moi, un simple agriculteur, on est avant tout éleveur et pour le bien-être de nos animaux. Là aussi, pour le bien-être, c'est aussi des animaux qui vont rapporter quelque chose à l'entreprise, mais dans des conditions d'élevage qui puissent être acceptables. Là aussi, pour ne pas aussi faire toujours apparaître des clichés, de se dire qu'un animal, y compris enfermé, dans des conditions optimales, cet éleveur est un éleveur mayennais avec des animaux qui se sentent bien au sens de leur environnement. Là aussi, de faire croire, par toutes les images médiatiques, que l'animal d'aujourd'hui pourrait être sur paille toute l'année et qu'il n'y a que ceux-là qui pourront arriver à tirer un revenu et que l'animal puisse être dans les meilleures conditions possibles, est un cliché. Dans la vie de tous les jours, on l'a aussi avec les poules pondeuses, on pourrait faire les mêmes photos avant, après, cliché, réalité. C'est-à-dire que la plupart des porcs qui sont élevés en Mayenne, dans notre département, sont dans des conditions telles que celle-là, avec un éleveur mayennais qui, lui aussi, a un bien-être au sein de son travail, de la vie quotidienne, mais aussi pour ses animaux. Il faut savoir, et c'est très important, que pour nous tous éleveurs, le bien-être de notre animal nous le rendra toujours. Pourquoi? Quand nous avons été à l'école, nous avons été enfants, on est allé à l'école d'agriculture, dans quelle mesure un agriculteur n'aurait pas envie que son animal puisse avoir des conditions de vie et de bien-être optimales? Dans quelle mesure un agriculteur puisse vivre, fonder une famille et de vivre avec des animaux qui seraient perturbés dans leur bien-être pour au final faire juste de l'argent? Je pense qu'il y a très très peu d'agriculteurs, voire aucun, là aussi les extrêmes existent toujours, mais néanmoins, ce n'est l'objectif, à mon avis, à notre avis, de pas grand monde. Un autre, donc un élément aussi, j'ai essayé d'être très contextuel et puis aussi dans l'air du temps. Là, vous avez donc imagé un hélicoptère, ce qui est tout à fait vrai, qui a existé. Il faut savoir qu'en France, aucun hélicoptère ne traite, ne désherbe, n'applique d'herbicides, n'applique d'insecticides dans ces conditions de travail-là. Il est indispensable dans notre population, avec ces clichés qu'on peut voir, entendre, exagérer, qui font des extrêmes, ne sont pas au bénéfice de l'agriculture et des agriculteurs. Plus on ira vers ces clichés,
moins on aura d'agriculture et d'agriculteurs dans un pays comme le nôtre, dans un département, dans une exploitation comme la mienne. Et dans la vie de tous les jours, nous, agriculteurs, nous souffrons de ces clichés, parce que c'est chaque semaine, envoyé spécial, cache investigation, tout ce qu'on peut imaginer comme émission, y compris le 20h, les chaînes en direct. Et donc tout ça font que dans la vie de tous les jours, pour être agriculteur, ou vivre de l'agriculture, parce qu'il faut quand même bien vivre quel que soit notre métier, c'est très difficile à vivre pour nous, agriculteurs. Et c'est un peu le sens de mon intervention. Donc là aussi, pour mettre en opposition le cliché, mais aussi la réalité. Donc voilà un petit peu, j'espère que pour tout le monde c'est clair, il faudrait être peut-être un peu plus près. Donc là vous avez quelques lumières, mais surtout au milieu un tracteur. Donc effectivement, de croire que tout est bio partout, que 100% de la France ou de la Mayenne ou de mon exploitation pourrait être bio, mais 170 hectares, tout est possible. Néanmoins, ce ne sera pas possible pour tout le monde, ni pour les agriculteurs, d'un point de vue technique, ni d'un point de vue monétaire, d'un point de vue financier, pour tout un chacun, tout consommateur. Juste pour aussi, vis-à-vis des clichés, de ce qui a pu exister, et à côté de ça, de ce qui existe aujourd'hui. Donc le cliché, mais aussi les éléments de cliché, y compris le déplacement. Vous avez vu le déplacement de notre président de la République donc dans les îles, avec un traitement qui est le diclotylédone. Je suis désolé pour la prononciation. Néanmoins, c'est un produit qui n'existe plus depuis 10 ans. Donc quand au plus haut, dans nos éminents responsables, notre président de la République est en capacité d'amener une information sur les ondes nationales qui donne quelque chose, qui dit voilà, il y a eu une erreur de commise, l'erreur commise a plus de 10 ans. Donc il est important, dans l'information, de montrer toutes les évolutions. Là aussi, sur la seconde image que vous avez derrière moi, c'est de montrer aussi que cet agriculteur qui traite effectivement, qui désherbe la nuit, ou qui impose un insecticide la nuit, il est à 10% de la dose de base. Plus on fait la nuit, plus l'hygrométrie, donc c'est l'eau dans l'air qui permet d'appliquer une gouttelette de manière beaucoup plus efficace. Et chaque gouttelette s'étend avec une huile, quelque chose qui est tout à fait naturel, qui permet d'étendre la gouttelette de désherbant ou d'insecticide, qui permet la nuit de réduire de manière drastique les doses. Certains 50%, d'autres 75%, d'autres jusqu'à 90% de la dose homologuée. C'est-à-dire qu'on n'applique que 10% de la dose homologuée. Donc je tiens à le préciser. Un autre élément tout simple aussi, là aussi, peut-être que dans la salle ou dans vos amis, vous avez des producteurs d'abeilles, et ceux qui font du miel, là aussi, c'est très important, parce que là aussi, y compris sur mon exploitation, ça va être le deuxième apiculteur qui vient sur mon exploitation et qui amène des ruches. Dans mon exploitation, j'accueille des ruches, parce que là aussi, dans l'application de ces mêmes produits, effectivement, qui viennent traiter soit une maladie ou une mauvaise herbe, quand il est appliqué la nuit ou le matin avant que la fleur s'ouvre, en aucun cas l'abeille va aller butiner à l'intérieur de la fleur. Ne serait-ce qu'un pissenlit dans une prairie, la fleur de pissenlit jaune s'ouvre, l'abeille arrive le matin, juste après la rosée, permet d'aller à l'intérieur et de récupérer le pollen pour en faire du miel, ce qui fait que le produit appliqué, en aucun cas, va aller perturber l'abeille. Mais effectivement, il y a un traitement. Donc là aussi, juste vous dire la réalité, la vérité, vis-à-vis d'un cliché qui perturbe, on va dire, la réflexion de tout un chacun. Un autre élément aussi perturbant pour nous agriculteurs, les antibiotiques. Il est très choquant d'entendre régulièrement que les agriculteurs donnent des antibiotiques sans réfléchir à leurs animaux. Donc voilà le genre de cliché qui est très perturbant et qui dit que pour tout un chacun, c'est valable pour un homme comme pour un animal, c'est que de toute façon, quand un animal est malade, il va falloir faire quelque chose. Un élément, un cliché tout simple. Historiquement, il y avait, notamment sur l'aliment, des antibiotiques à l'intérieur de l'aliment de manière systématique. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas un seul aliment qui contient de l'antibiotique de manière systématique. C'est impossible. Ça n'existe pas. Par contre, en traitement curatif, ça peut être imaginé. Néanmoins, ce n'est jamais systématique. C'est au lot, tout est calculé, voire même à l'unité. Moi, en viande bovine, c'est à l'unité. On ne traite pas de manière systématique. Depuis 22 ans que je suis agriculteur, je n'ai jamais mis un antibiotique dans l'alimentation de mes animaux. Jamais une seule fois.
Et là aussi, vis-à-vis des traitements, là aussi, quelques clichés tout simples, hein. Quand on est en production biologique, comme bon nombre de mes collègues, on a le droit à un traitement antibiotique par an. Sur mon exploitation, je suis en conventionnel, je traite moins d'un antibiotique par an pour mes vaches laitières. Donc voilà, c'est là aussi cliché et réalité. Donc quelques éléments aussi, c'est important, parce que d'amener des chiffres, parce que c'est bien de parler, ou des beaux parleurs, n'importe qui peut amener. Ce qui est important, c'est la vérité des chiffres, mais là aussi, ça peut être un chercheur avec une version, ça dépend par qui il est payé, donc ça lui permet de parler, ou pour quelqu'un d'autre, et puis il pourra dire exactement l'inverse avec le même chercheur qui aura été dans la même école. Donc ce qui est important, c'est de voir quelques chiffres. Bon, pour ceux qui sont un peu plus loin, je vais vous les... Là, c'est l'exemple, là, effectivement, c'était pour imager avec la volaille, donc je suis producteur. Et de l'autre côté, quelques éléments pour le porc. Le porc standard, le porc en bâtiment, tout ce qu'on peut... Le porc en batterie, pour ceux qui ont moins d'éléments. Et quelques éléments, je dirais, tout simples. Donc sur l'évolution de l'usage antibiotique. Donc là, c'est l'IFID, c'est un institut national qui calcule les quantités qui ont été consommées d'antibiotiques sur 3 années, là, de 2010 à 2013. Donc vous allez me dire ça date un peu, mais ça s'est accéléré depuis. Donc si j'avais eu des chiffres plus récents, on va dire intéressants, j'aurais pu vous les amener aussi. Donc sur les porcelets sous la mer, donc là aussi porcelet sous la mer, il ne faut pas dire qu'il y a 2 sortes de porcelets. Tous les porcelets, 100% des porcelets, qu'ils soient dans un bâtiment ou dehors, sont tous sous la mer. Là aussi, moins sur 3 ans, hein, moins 29% de quantité antibiotique pour un porcelet. Deuxième élément, donc c'est un porc en post-sevrage. Le post-sevrage, c'est quand le porcelet a plus de 21 jours et au moment où il part à l'engraissement. Donc c'est une période où il est dans un bâtiment à part, mais qu'il est séparé de sa mère. Et là aussi, moins 19%. Et ensuite, sur le porc engraissement, c'est-à-dire quand il est en phase, on va dire, finale de sa croissance, qui permet ensuite de l'emmener à l'abattoir. Donc là, moins 29%. Donc voilà un petit peu. Après, dernier élément le plus flagrant, c'est la naissance et tout ce qui concerne le porcelet en maternité. Et là, on est à moins 90% d'antibiotiques. Parce qu'avant, là aussi, avant de m'installer, je travaillais dans le porc. Moi, je n'ai fait que des volailles labels et des vaches laitières. Systématiquement, lorsqu'on prenait soin du porcelet, il y avait un traitement antibiotique systématique, il y a 15 ans, 20 ans. Systématiquement. Aujourd'hui, voilà un petit peu les résultats et les quantités d'antibiotiques qui sont mis pour les porcs. Et dernier chiffre, là aussi, la réalité, la vérité et de le vérifier, c'est que la truie, en antibiotiques et en intervention, c'est plus 17%. Pourquoi? Vous avez juste au-dessus en haut, donc plus 11% en vaccin. C'est-à-dire que l'animal, plus la mère est protégée en matière de vaccination, en matière de prévention, plus on est sûr que l'animal et la naissance, donc quand elle aura des petits porcelets et pendant toute leur durée de vie, ça permettra de beaucoup moins intervenir. Après, tous les éléments qui ne sont pas chiffrés, selon les exploitations, c'est aussi tous les traitements homéopathiques. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le préventif et par les chiffres, ça amène la preuve que l'antibiotique est loin d'être automatique. Et dernier élément qui est important, c'est que l'agriculteur, là aussi, a besoin de vivre, même si c'est compliqué pour nous éleveurs dans la vie de tous les jours. C'est qu'en quoi un agriculteur pourrait se permettre de mettre systématiquement de l'antibiotique puisqu'il paye la facture. Donc au-delà de la mentalité ou des attentes sociétales, en quoi un agriculteur bien constitué balancerait de l'argent qu'il n'a pas pour mettre un antibiotique pour éventuellement que l'animal aille mieux alors qu'il va déjà bien. Donc si on va jusqu'au bout du raisonnement et dans la vie de tous les jours, ça paraît compliqué à comprendre. Et là aussi, c'est très perturbant pour les agriculteurs. Un autre cliché, et je finirai par celui-là, qui paraît intéressant. Donc là, pour le coup, c'est une photo réelle. Donc là aussi, c'est un élément qui est très perturbant pour nous. Donc c'est un tractopelle. Ce sont des algues vertes que vous avez reconnues, pas en Mayenne, parce que la mer est plutôt limitée en Mayenne, mais néanmoins, imaginons les bords de la Mayenne un peu plus larges, et on se dirait qu'il y a des algues vertes partout, notamment les eaux stagnantes. Et pour ceux qui connaissent bien le département, on a pu imaginer dans des moments, dans certains coins du département.
Mais là, donc des algues vertes qui sont ramassées au tractopelle, donc ça c'est le cliché, mais aussi la réalité historique. Et maintenant, quelques éléments. Là, vous avez un tableau. Ce tableau, on revient chez nous, on revient dans mon exploitation, on revient sur le bassin de la Colemont. Tous ceux qui connaissent le secteur, ou je pense que la plupart des gens qui sont dans la salle connaissent bien le secteur. Et donc, effectivement, vous voyez un petit peu les évolutions. Donc là, je vais vous donner les chiffres, parce que c'est peut-être compliqué pour vous de voir exactement, et après les lignes. Là aussi, cliché, réalité. La réalité, je me suis installé en 1996. 96, donc au début, on ne calculait pas. On ne s'occupait pas de savoir s'il y avait des nitrates dans l'eau, dans le bassin de la Colemont, dans la rivière de la Colemont. Donc on ne mesurait pas. Quand on ne mesure pas, c'est comme les maladies. Si on ne fait pas de traitement, on ne sait pas si on est malade. Donc c'est la même chose pour les nitrates. Donc maintenant, donc si on regarde, vous voyez les années où on a mesuré, donc les années, on va dire, pour le coup de mon installation, qui correspondent bien, on va dire, au profil des 20 dernières années. 98, 99, 2000, vous avez les trois. Vous avez les trois. Donc 97, 114, 92 mg de nitrate dans l'eau, c'est-à-dire le double de la norme. On est bien d'accord. Dans ces années-là, on nous a imposé donc des directives drastiques, on va dire logiques au vu. C'est comme si on dépassait la vitesse sur l'autoroute ou sur nos routes à 80 et qu'on faisait le double en matière de vitesse. Donc effectivement, il fallait faire quelque chose. Un élément qui a été fait très rapidement, c'était les couverts végétaux. Donc il n'y a plus de sol. Donc après les maïs, après les blés notamment, donc on met des pièges à nitrate, des cultures qui permettent d'absorber l'azote du sol pour la conserver dans la plante et la restituer au printemps de façon à apporter moins d'azote d'origine ammoniacale au printemps, notamment pour la culture de maïs. Ensuite, donc toutes ces mesures ont permis toutes les années, jusqu'à là 2016, de vous apercevoir que la norme, donc c'est le trait rouge que vous voyez au milieu, à 50 mg, n'a jamais été, depuis 2000, dépassée. Donc là aussi, l'agriculteur pollueur, tel qu'il est défini, voilà les résultats du travail des agriculteurs et des agricultrices les 20 dernières années. Nous avons besoin, agriculteurs, d'être reconnus dans l'avancée de la technologie, mais de la performance de l'agriculteur, et pas que pour l'argent, et notamment pour le bien de la société et du consommateur. Et pour la vérité, la réalité, pour la vérité, j'habite à 15 km d'ici. Tout ce qui a été montré par des graphiques, parce que je vous ai expliqué, je suis prêt à vous le démontrer sur mon exploitation quand vous voulez. Je vous remercie.